Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans votre émission Droit de savoir et surtout, bonnes heureuses années 2021. Comme vous le savez, il n'est plus rare d'entendre les slogans anti-français dans certains pays d'Afrique francophone, un phénomène qui prend de l'ampleur. De son côté, Paris dénonce ce qu'il qualifie par le French bashing, ce sentiment anti-français ressenti à la plus haute sphère politique française au point où le président Emmanuel Macron s'est posé la question de savoir pourquoi tant de haine, naturellement contre la France. Mais à qui pose-t-il cette question? Aux peuples africains ou aux puissances étrangères rivales, notamment la Turquie et la Russie qui, depuis un certain temps, font un clin d'œil à certains pays d'Afrique francophone. Des rapprochements qui ne sont pas du goût de la France, qui se voit ainsi évincée de son précaré africain. Vous avez probablement compris que l'Afrique est de plus en plus convoitée, simplement parce que le 21e siècle est africain. Voilà sur quoi repose notre entretien aujourd'hui, les nouveaux enjeux géostratégiques et géopolitiques en Afrique, le cas de la Centrafrique. Avec moi sur ce plateau, Maître Norbert Tricot. Il est avocat au barreau de Paris et conseil défense du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui, vous le savez, est en prison pour 20 ans, accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, selon la version de Brazzaville, alors que l'opinion congolaise et internationale savent que le général Jean-Marie Michel Mokoko est victime d'une intolérance politique, notamment pour avoir été candidat à l'élection présidentielle de 2016. Ça sera là le second sujet de notre entretien avec Maître Tricot. Bonjour, Maître. Bonjour. Je rappelais d'entrée de jeu que vous êtes aussi conseil de défense du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui aujourd'hui est en prison. Et j'ai dit, Brazzaville l'accuse, bien sûr, c'est la version officielle, d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Comment se porte aujourd'hui votre client? Alors, en ce qui concerne Jean-Marie Michel Mokoko, je précise qu'il est défendu par notre collectif d'avocats qui regroupe 4 avocats du barreau de Brazzaville et 3 avocats du barreau de Paris. Notre client va mieux. Comme vous le savez, l'été dernier, il avait dû être exfiltré de la maison d'arrêt de Brazzaville pour pouvoir être soigné en Turquie. Il est revenu de Turquie, où il a eu des soins de qualité, parce que, comme vous le savez, malheureusement, au Congo-Brazzaville, depuis 40 ans de pouvoir Sassou Nguesso, il n'y a pas un seul hôpital en bon état et tous les dirigeants du régime vont se soigner à l'étranger. Et pour soigner le général Jean-Marie Michel Mokoko, injustement emprisonné, il fallait effectivement aller le faire soigner hors du Congo-Brazzaville. Il a donc été soigné en Turquie, où il a eu de bons soins. Il est rentré donc à Brazzaville. Et il est actuellement à l'hôpital militaire de Brazzaville où il fait de la rééducation. Et mes confrères du barreau de Brazzaville lui rendent régulièrement visite pour s'assurer de son état de santé. Et le général Jean-Marie Michel Mokoko est en bien meilleure santé et il suit attentivement la situation politique dans toute l'Afrique centrale et il reste au service du peuple congolais pour arriver à sa libération. Donc, je confirme la détermination de notre client, le Jean-Marie Michel Mokoko, à apporter sa contribution à l'alternance démocratique et pacifique au Congo-Brazzaville. À quand remonte votre conversation avec Jean-Marie Michel Mokoko? Alors, très franchement, ma dernière communication directe avec Jean-Marie Michel Mokoko a eu lieu au mois de juin 2016, juste avant qu'il soit traduit devant un juge d'instruction et placé en détention provisoire illégale à la maison d'arrêt de Brazzaville. Avant, je m'entretenais quotidiennement avec lui, notamment durant la campagne électorale à laquelle vous avez fait allusion, la campagne électorale de mars 2016, où je figurais
parmi son équipe de conseil. Et effectivement, comme vous le savez, grâce à la grande campagne qu'il avait faite, au grand meeting immense qu'il avait fait, dont celui de Pointe-Noire, il était arrivé en tête du premier tour des élections présidentielles de 2016. Et c'est parce qu'il a refusé le trucage électoral et le hold-up électoral du général Denis Sassou Nguesso, du général putschiste Denis Sassou Nguesso, qu'il effectivement, sa détention provisoire illégale a été prolongée. Et ensuite, il a été illégalement condamné dans un procès stalinien, sans aucune preuve, effectivement, à 20 ans d'emprisonnement. Et donc actuellement, à Brazzaville, il est censé purger une peine de 20 ans de prison qu'il conteste, puisque de toute façon, il a toujours refusé de reconnaître la légitimité du général Denis Sassou Nguesso. Donc moi, ça fait depuis le mois de juin 2016, pour répondre à votre question, que je n'ai pas pu parler avec lui, et donc je ne suis en contact que grâce à mes confrères du barreau de Brazzaville, qui lui rendent visite et qui me passent les messages de notre client. Donc, sans mes confrères du barreau de Brazzaville, je serais sans nouvelles du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et je tiens à rendre hommage à mes confrères de Brazzaville qui, avec courage et ténacité, font leur travail d'avocat. Ces seuls éléments vous en suffit pour croire, évidemment, qu'il se porte bien aujourd'hui. Exactement. Puisque j'ai des confrères qui lui rendent régulièrement visite et qui m'ont fait part de l'amélioration de son état de santé. Aussi curieux que paraît cette situation du général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est que Paris a demandé à Denis Sassou Nguesso de libérer Jean-Marie Michel Mokoko. Je vais citer certainement la phrase de Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui dit « Je lui ai parlé de Monsieur Mokoko et d'autres personnes en lui disant qu'on attendait de sa part des actes. » Alors, vous avez parfaitement raison. Simplement, c'est une déclaration qui remonte à 2019, mois de septembre 2019, si je ne m'abuse. Et donc, depuis, effectivement, il n'y a pas eu d'acte. Et comme vous le soulignez fort justement, M. Perrin, dans votre introduction, il se trouve que depuis, le général putschiste Denis Sassou Nguesso, qui était revenu au pouvoir, comme vous le savez, en juin 1997, à la suite de son coup d'État contre le président légitimement élu Pascal Lissouba, depuis quelques années, a pris ses distances avec la France, et d'ailleurs entré en conflit avec la compagnie pétrolière française Total, et a noué des alliances avec d'autres pays, qui sont la Chine et la Turquie, notamment. Et donc, les intérêts chinois sont de plus en plus présents au Congo-Brazzaville pour exploiter les ressources du sol du Congo-Brazzaville. Ce qui explique pourquoi l'influence de la France sur le général putschiste Denis Sassou Nguesso est de moins en moins importante, puisque de toute façon, les deux premiers créanciers au point de vue financier actuellement du Congo-Brazzaville, qui est en faillite économique totale, puisque le général Denis Sassou Nguesso a gagé les ressources pétrolières et douanières sur plus de 20 ans, s'est totalement endetté auprès de la Chine et de la Turquie, et ce qui fait qu'avant, il y a quelques années encore, c'était la France qui était le premier créancier de l'État illégitime du Congo-Brazzaville. Désormais, ce sont la Chine et la Turquie les premiers créanciers et les premiers financiers. Et comme vous le savez, qui paye commande. Donc, c'est actuellement la Chine et la Turquie qui déterminent la politique au Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, après, quand on parlera d'autres pays, on verra que ça a des incidences sur d'autres pays de la sous-région Afrique centrale. C'est ce qui justifie finalement, je dirais, un peu la faiblesse, sinon le silence de l'Élysée, mais aussi de l'ONU qui avait également demandé la libération de Jean-Marie Michel Mokoko face à ce refus d'obtempérer de Brazzaville. Alors, c'est parfaitement exact. En ce qui concerne l'ONU, c'est le groupe de travail de l'Organisation des Nations Unies sur la détention arbitraire que notre collectif d'avocats avait été saisi et qui, à notre demande, a rendu un avis demandant la libération immédiate du général Jean-Marie Michel Mokoko, ainsi que son indemnisation par l'État congolais compte tenu de sa détention arbitraire et injustifiée. Mais bien entendu,
l'État congolais du général putschiste Denis Sassou Nguesso n'a pas exécuté cette recommandation de l'Organisation des Nations Unies, puisqu'il préfère se situer en marge avec des pays qui, de toute façon, s'affranchissent souvent des recommandations des Nations Unies, ce qui est le cas de la Chine et de la Turquie. Vous déclarez dans un journal, la presse française, si Monsieur Mokoko voulait faire un coup d'État, il l'aurait fait depuis longtemps. C'est là votre conviction qu'il a été accusé à tort? C'est ma conviction la plus totale. Je suis le parcours du général Jean-Marie Michel Mokoko depuis, je dirais, le moment fort qui a été la période des années 90, notamment la grève générale de la Confédération des travailleurs congolais. Et à l'époque, le général Sassou Nguesso était malheureusement déjà chef de l'État. Le général Jean-Marie Michel Mokoko était chef d'état-major des armées. Et le général Sassou Nguesso lui avait demandé de faire tirer sur la foule des manifestants grévistes. Et à l'époque, le général Jean-Marie Michel Mokoko avait refusé, disant que c'était un ordre manifestement illégal, un crime contre l'humanité, qu'il ne pouvait pas l'exécuter et qu'il conseillait la mise en place d'un dialogue. Ça contribuait à la mise en place de la conférence nationale souveraine, on ne va pas refaire l'histoire, 91, et qui a abouti d'ailleurs à préparer les seules élections libres et transparentes qui aient jamais connu le Congo-Brazzaville, et qui ont abouti à l'élection, donc en 1992, du président Pascal Lissouba. Donc, le général Jean-Marie Michel Mokoko a toujours été un militaire républicain, respectueux de la loi et des intérêts du peuple. Donc, il n'a jamais été un putschiste. Il a d'ailleurs effectué de nombreuses missions de maintien de la paix pour le compte de l'Union africaine. Il a effectué des missions de maintien de la paix en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine. On pourra notamment parler de la République centrafricaine, pays qu'il connaît bien. Et donc jamais, alors qu'il aurait eu les moyens, vu sa popularité, il aurait pu faire un coup d'État s'il avait voulu. Mais c'est contraire à ses convictions. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu un militaire putschiste accepter de faire une campagne pour les élections présidentielles en sachant qu'il a été empêché de faire campagne. Parce que le premier jour de la campagne, j'étais témoin, le 4 mars 2016, dès le premier jour, il a été interpellé par la police politique des GST. Son domicile a été perquisitionné, on l'a retenu pendant une journée, et après on n'a pas cessé de vouloir l'empêcher de faire campagne électorale. En attendant le résultat des élections, il était assigné à résidence, son domicile était encerclé. Les journalistes, dont certains de la presse internationale et certains de mes amis journalistes français, se sont même fait matraquer par les policiers, voler leur matériel quand ils voulaient lui rendre visite pour lui faire des interviews. Si c'était un putschiste, il aurait pris la fuite, il aurait pris le maquis et il aurait organisé son coup d'État. Au contraire, dès le départ, il m'avait dit, et ça date du mois de février 2016, lorsqu'il s'est préparé à revenir de Bangui, où il est en mission pour l'Union africaine, à Brazzaville, pour sa déclaration officielle de campagne, et qu'il a été accueilli en étant caillassé par les policiers du régime, il m'avait dit « Je reviens faire campagne électorale dans mon pays, mais je sais que je serai emprisonné par le général Denis Sassou Nguesso. Mais je fais ça pour sensibiliser le peuple congolais et la communauté internationale à la nécessité d'organiser une alternance démocratique et pacifique. » Et il m'a dit, je marche dans les pas de mon modèle, qu'il avait rencontré plusieurs fois, Nelson Mandela, et je suis prêt à aller en prison, et je sortirai de prison pour libérer mon pays. Donc dès le départ, il avait planifié qu'il irait en prison. Et il nous avait dit, nous, à ses avocats, vous m'accompagnerez dans ma défense, mais de toute façon, j'irai en prison. Donc, je ne connais aucun putschiste qui fait un coup d'État en prévoyant d'aller en prison. Ça, il faudrait que vous m'expliquiez comment il peut y arriver. Et qui, en plus, n'a pas d'armes pour organiser de coups d'État, parce que son domicile a été perquisitionné plusieurs fois, on n'a jamais trouvé d'armes. Il n'y a que lorsqu'on a fait le faux procès qu'on a été chercher des armes qui ont été les mêmes qu'on a trouvées chez le député, ancien ministre André Okombi-Salissa. C'est les mêmes armes qu'on balade partout pour dire ce sont des putschistes, et ce sont quelques vieux petits fusils impossible de faire un coup d'État avec ces petits fusils. Donc tout ça, je veux dire, on le sait fort bien. Et l'entourage du général Sassou Nguesso le dit fort cyniquement. Bien entendu, de toute façon, on vous ramène des armes à votre domicile et on vous accuse de coup d'État, c'est pas un problème. Donc, on sait fort bien que ce sont des fausses accusations. Et à quel niveau se trouve aujourd'hui la recherche de solutions pour la libération de Jean-Marie Michel Mokoko? Il court quand même 20 ans. Est-ce que vous avez, par exemple, déposé une plainte à la Cour africaine de justice, par exemple? Non?
Alors, dans l'immédiat, non. On s'était contenté de faire un recours donc, de l'ONU, mais on sait par expérience, et si vous prenez l'exemple donc de ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, où je travaillais aussi avec mes confrères ivoiriens, parce que je participe à de nombreux collectifs d'avocats transnationaux, regroupant des avocats européens et de différents pays du continent africain. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la Cour africaine de justice et des droits de l'homme avait demandé notamment que le président Laurent Gbagbo ainsi que M. Guillaume Soro soient admis à concourir à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et le dictateur Alassane Dramane Ouattara a refusé d'exécuter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Et de même que le dictateur Denis Sassou Nguesso a refusé d'exécuter la décision de l'ONU. Donc on sait fort bien que ce n'est pas en saisissant les instances judiciaires internationales qu'on arrivera à une véritable solution. La véritable solution, elle est au niveau africain. Et d'ailleurs, il y avait eu un début de solution qui avait eu lieu au mois de juillet dernier, puisque au mois de juillet dernier, le 15 juillet, le vice-président de l'Union africaine et actuel président de la République démocratique du Congo, et qui depuis ce jour est président de l'Union africaine, à savoir son Excellence Félix Tshisekedi, s'était rendu le 15 avril à Brazzaville, où il avait demandé soit la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko, soit qu'il puisse être évacué hors du Congo-Brazzaville pour être soigné. Et c'est d'ailleurs à la suite de cette visite du président Félix Tshisekedi que le général Denis Sassou Nguesso avait reçu des membres de la famille du général Mokoko pour dire qu'il n'irait pas être soigné à Kinshasa ou dans un autre hôpital d'un pays africain, parce qu'il avait été proposé aussi Nairobi et d'autres hôpitaux. Et il avait dit qu'il ne voulait pas que ce soit en Afrique et que ça serait donc chez son allié turc. Et donc c'est pour ça que le général Jean-Marie Michel Mokoko avait été exfiltré en Turquie, parce que le général Denis Sassou Nguesso avait subi la pression de plusieurs de ses pairs africains sensibles au processus démocratique, comme le président Félix Tshisekedi, comme le président Joao Lourenço d'Angola, ou comme le président Uhuru Kenyatta du Kenya. Donc c'est vrai que, compte tenu du fait que le général Jean-Marie Michel Mokoko a beaucoup travaillé pour l'Union africaine, qu'il a fait de nombreuses missions de maintien de la paix pour le compte de la présidente de la Commission de l'Union africaine, il est très populaire et de ce point de vue-là, il y a une pression internationale qui joue pour sa libération. Et compte tenu de la proximité de l'échéance de la prochaine élection présidentielle de mars 2021, alors que le général président de Sassou Nguesso compte se représenter et qui veut freiner les ardeurs de son fils Denis Christel Sassou Nguesso, le contexte est très difficile pour la dictature congolaise en faillite. Et effectivement, ils essayent de trouver une solution. Et ce que souhaiterait de fait, mais ça a toujours été refusé par le général Jean-Marie Michel Mokoko, le souhait le plus cher du général putschiste Denis Sassou Nguesso, c'est que le général Jean-Marie Michel Mokoko accepte d'être exilé. Mais ça, il a toujours refusé. Pour donner un exemple, au mois de mai 2016, alors qu'il était assigné à résidence à son domicile de Brazzaville, qu'on empêchait, y compris son médecin personnel, de rentrer à son domicile, qu'on empêchait de lui apporter ses médicaments. Alors, il se trouve que le général Jean-Marie Michel Mokoko souffre de problèmes importants de hypertension artérielle et de tachycardie cardiaque, donc il a besoin de prendre des médicaments régulièrement. Et au mois de mai, comme son domicile faisait l'objet d'un état de siège, il ne pouvait plus avoir ses médicaments, et il avait commencé à avoir de sérieux problèmes de santé. Et donc, au téléphone, il m'en avait fait part. Et donc, j'avais contacté à l'époque, on était en mai 2016, et c'était M. Jean-Marc Ayrault, qui était le ministre français des Affaires étrangères de François Hollande, et la France avait proposé d'exfiltrer médicalement en France le général Jean-Marie Michel Mokoko, ce qu'il avait refusé. Il avait dit « je ne peux pas ». Cela fait depuis le mois d'avril que le général Denis Sassou Nguesso bombarde les populations du Poul, les populations du Sud, et crée donc une véritable terreur. Je n'ai pas fuir mon pays pendant que mes compatriotes souffrent. Donc il a dit « je refuse d'être exfiltré, je préfère mourir en prison au Congo que quitter mon sol natal ». Donc il refusera toujours d'être exfiltré, exilé hors du Congo. Lui, c'est un patriote qui se bat pour son peuple et qui est prêt à mourir pour son peuple. Donc, il préfère
ne pas quitter le sol congolais, sauf dans les cas particuliers où il avait accepté, pour être soigné en Turquie, mais à la condition qu'il revienne au Congo-Brazzaville. J'ai cru vous entendre que Denis Sassou Nguesso voulait freiner les ardeurs de son fils, Christelle. Denis Sassou Nguesso à devenir, sinon à le succéder, alors que le commun des Congolais se dit c'est plutôt Denis Sassou Nguesso qui propose son fils de succéder. Oui, alors là c'est un problème. Alors, cela dit, je ne suis pas le meilleur spécialiste qui soit pour en parler, mais il y a quand même des difficultés dans l'entourage du général de Sassou Nguesso. Il y a un peu une crise au sein de son parti, le parti congolais du travail. Il y a un problème d'autorité, de légitimité de la direction du parti congolais du travail. Il y a une crise. Vous avez un clan qui est le clan du chef des services secrets, l'amiral Jean-Dominique Okamba, qui lui aussi ses prétentions personnelles de succession, qui s'oppose au clan de Denis Christelle Sassou Nguesso. Et dans ces conditions, le général vieillissant, largement vieillissant, Denis Sassou Nguesso, a peur que tout son clan explose. Et donc, il ne sait plus comment doser les prétentions de son fils et celles de son prétendu neveu, l'amiral Jean-Dominique Okamba. C'est pour ça qu'on a une situation particulièrement confuse et qu'il a été obligé d'accepter que le dernier congrès du PCT lui demande de se déclarer candidat. Donc, alors que d'aucuns auraient préféré que ce soit son fils qui soit officiellement candidat. Donc, on est dans une situation particulièrement confuse, mais de fait, c'est une situation de crise de fin de règne. Et là, tous les dirigeants du PCT, notamment, et les ministres qui ont des soucis de santé, vont se soigner à l'étranger. Ils en profitent pour commencer à évacuer une partie de leur famille. Donc, on sent bien, excusez-moi l'expression, que les rats du régime commencent à quitter le navire parce qu'ils savent que cette année 2021 va être très dangereuse pour eux. Venons donc à notre sujet central, les nouveaux enjeux géopolitiques et géostratégiques. En Afrique, nous savons que François Bozizé avait été renversé en mars 2013 par Michel Dutouja avec la Sénéca et la Centrafrique basculée dans l'horreur. Aujourd'hui, Faustin Archange Touadéra, président actuel de la Centrafrique, malgré les poursuites à l'encontre, bien entendu, de François Bozizé, lui a tendu la main. Il est rentré donc à Bangui, mais curieusement, à une semaine de l'élection présidentielle dernière, qui a eu lieu, je crois, le 27, le gouvernement centrafricain a accusé François Bozizé de tentative de coup d'État. Et là-dedans, la France est citée comme la puissance qui tire les ficelles, mais aussi le Congo-Brazzaville et le Tchad. Est-ce la même perception que vous avez eue ou que vous avez maintenant? Alors, j'ai à peu près la même perception. Simplement, je dirais, au départ, le président Faustin Archange Touadéra a accusé le général ex-président putschiste François Bozizé, parce que je rappelle que François Bozizé était parvenu au pouvoir une première fois en mars 2003 en renversant Ange Félix Patassé, le seul président de la République centrafricaine à avoir été élu et réélu démocratiquement dans le cadre d'élections transparentes, apaisées et sécurisées, ce qui ne s'est plus jamais reproduit depuis. Donc, le général putschiste François Bozizé, qui déjà à l'époque était soutenu par certains intérêts français, donc qui, comme vous l'avez expliqué, a été victime du coup de force de la Séléka en mars 2013, a été autorisé à revenir en République centrafricaine. Il a déposé sa candidature à l'élection présidentielle, mais c'est la Cour constitutionnelle qui a refusé sa candidature. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, une coalition soi-disant pour le changement de différents groupes rebelles s'est constituée. Et là, le président Faustin n'a pas eu besoin d'accuser le général Bozizé, parce que c'est le général Bozizé qui a déclaré qu'il soutenait l'action de ces groupes rebelles. Et d'ailleurs, son fils a été tué lors d'une escarmouche au milieu des troupes rebelles. Donc, le général Bozizé, exactement. Et le général François Bozizé a indiqué qu'il soutenait l'action de ces groupes rebelles et qu'il déniait toute légitimité à l'organisation d'élections et que son objectif, c'était d'empêcher la tenue des élections présidentielle et législative du 27 décembre dernier, donc en République centrafricaine. Et là, vous avez raison de le souligner, plusieurs fois, le général François Bozizé a été aperçu
à Oyo, dans le fief du général putschiste congolais Denis Sassou Nguesso, et il a été reçu par le général Denis Sassou Nguesso. Donc, il existe ce que le juriste que je suis appelle des indices concordants et de fortes présomptions que, soutenus par Denis Sassou Nguesso, Bozizé a cru qu'il arriverait à emporter militairement la République centrafricaine, et pour cela, effectivement, il s'appuie sur certains réseaux qui font partie de ce qui reste encore de ce qu'on appelait les réseaux de la France-Afrique, où il y a des intérêts économiques et politiques qui subsistent encore et qui continuent d'avoir une politique néocolonialiste prédatrice dans toute l'Afrique francophone. Et donc, malheureusement, il existe des indices que certaines personnes qui sont liées à ces anciens réseaux dits de la France-Afrique, et que pour l'instant, le président français Emmanuel Macron n'a pas encore réussi à éradiquer, ces réseaux-là continuent d'agir. Donc, on arrive en République centrafricaine à une situation dramatique qui ressemble un peu à celle qui a existé il y a 20 ans en République démocratique du Congo, où vous avez des puissances internationales qui, pour pouvoir contrôler les ressources minières et pétrolières d'un pays, instrumentalisent des rébellions, des groupes armés, organisent des coups d'État pour les contrôler. Et ça se traduit par des massacres des populations civiles. Ça a été le cas pendant de nombreuses années en République démocratique du Congo, et c'est malheureusement le cas en République centrafricaine, où on s'aperçoit que vous avez donc des intérêts qui s'opposent, d'une part des intérêts français, d'autre part des intérêts russes, donc des intérêts rwandais, des alliances diverses, des alliances avec des Tchadiens, des alliances avec des Congolais. Donc la pauvre population centrafricaine est totalement prise en otage par ces intérêts étrangers. Et là, effectivement, on arrive à une situation où ce ne sont pas les forces de la MINUSCA, de la mission des Nations Unies en République centrafricaine, qui peuvent arriver à sécuriser la situation. La preuve en est, c'est que de fait, dans la moitié du pays, le 27 décembre dernier, les élections n'ont pas pu se tenir. Et même un parti de masse comme le MPLC, le Mouvement pour la libération du peuple centrafricain, donc dirigé par M. Martin Ziguélé, qui est très implanté dans le pays, a été obligé de constater que même lorsque des élections se tenaient, dans certaines préfectures reculées, il y avait des groupes rebelles qui arrivaient et qui, à la force des armes, prenaient les bulletins, les urnes de bulletins de vote et les brûlaient, les détruisaient. Donc on est vraiment dans une situation où la moitié de la population centrafricaine a été privée de son droit de vote. C'est pour ça que moi je soutiens la déclaration du président Martin Ziguélé, qui est de demander que l'on puisse apaiser la situation, sécuriser et autoriser les populations qui ont été privées de leur droit de vote, c'est-à-dire la moitié de la population centrafricaine, à revoter. Sinon, il n'y a pas d'élection transparente. Oui, mais Maître Tricot, lorsque vous dites que les élections ne sont pas déroulées comme il se doit, c'est pas qu'il y a eu des imperfections, mais la presse locale nous dit tout le contraire. Elle dit que les élections ont eu lieu, il y a eu les files d'attente et nous avons des images là-dessus. On a l'impression que la presse française dit tout autre chose et la presse locale dit le contraire. Oui, alors là, vous avez malheureusement une instrumentalisation des médias. Mais, comme je vous l'indiquais, il n'y a que la moitié de la population centrafricaine qui a pu voter, notamment dans la région de Bangui, qui a pu voter de façon sécurisée. L'autre moitié, notamment celle dans le nord et l'ouest du pays, n'a pas pu le faire. Donc on ne peut pas priver une population de son droit de vote. Il s'agit d'élire un président de la République, il s'agit d'élire des députés. Donc si on veut apaiser la situation en République centrafricaine, ça veut dire qu'il faut que l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies renforcent leur force d'interposition, leur mission de maintien de la paix, pour qu'on puisse avoir un nouveau scrutin apaisé. Sinon, il y aura illégitimité du scrutin, parce que quand vous avez la moitié de la population qui est privée de son droit de vote, il n'y a pas de légitimité du scrutin. Donc, la situation ne va pas pouvoir s'apaiser et trouver des solutions pacifiques. Parce que si on se contente de dire il suffit que dans la capitale et ses environs, Bangui, on ait voté et ça légitime le scrutin, ça ne marchera pas. Et là, ça va au contraire
Et c'est ce que veulent les rebelles, alimenter leur volonté de déstabiliser le pays et de prendre le pouvoir par la force. Alors que pour qu'il y ait un État démocratique, il faut que ses représentants aient été démocratiquement élus. La souveraineté, elle vient du peuple. Si le peuple ne peut pas voter, il n'y a pas de souveraineté. Évidemment, voilà pourquoi on constate qu'aujourd'hui, vous l'avez dit d'ailleurs, il y a une manipulation de l'information et dans cette manipulation, on se pose la question qui dit réellement les faits tels qu'ils se déroulent sur le terrain. Vous vous souviendrez que le 15 décembre dernier, Facebook a supprimé les comptes Facebook alimentés par l'armée française, c'est bien dit, accusés de manipulation en Afrique. Alors on se demande qui dit finalement la vérité. Est-ce c'est la presse française? Est-ce que les presses centrafricaines? On n'arrive plus à comprendre cette situation. Et pourquoi d'ailleurs la présence russe gêne-t-elle autant la France en RCN? Alors, vous avez parfaitement raison de le souligner. D'ailleurs, ça a été reconnu par les autorités françaises en disant que là, il y avait eu un dérapage et qu'il avait été mis fin aux activités sur les réseaux sociaux de certains représentants des forces armées françaises. Parce que de fait, il y avait un début de guéguerre médiatique entre les chaînes genre RT, Russia Today, russes, et les réseaux sociaux animés par des Français. Et donc là, c'est un dérapage total. On ne peut pas avoir une instrumentalisation et une manipulation de l'opinion par la création de faux comptes, diffusion de fausses informations, etc. Ça, c'est particulièrement regrettable. Les autorités françaises ont pris acte qu'il y a eu ce dérapage. J'espère qu'elles corrigeront définitivement la situation. Mais ce qui est certain, et vous avez raison de le souligner, c'est que la France pâtit de la nouvelle influence de la Russie, donc notamment en République centrafricaine, parce que la République centrafricaine a des richesses minières extrêmement importantes. Et donc, c'est stratégique. Il y a des richesses de diamants, des richesses d'or, d'uranium, et vous avez également une poche de pétrole qui est la continuité de la roche-mère qui va au Tchad. Et donc, c'est vrai que si on exploite le pétrole de République centrafricaine en passant par le Tchad et en prenant le léoduc qui va jusqu'à Kribi au Cameroun et on l'évacue par la mer, eh bien, ça a de quoi exciter les intérêts de nombreuses multinationales pétrolières. Ça se comprend malheureusement parfaitement parce que comme le disent certains, et je reprendrai une vieille maxime, qui est une maxime d'un pays où j'ai eu l'occasion de travailler, qui s'appelle le Venezuela, le pétrole est souvent la malédiction du diable. C'est-à-dire que c'est au nom du pétrole qu'on déclenche des guerres, qu'on va envoyer des mercenaires, qu'on va recruter des enfants soldats, etc. Et donc, c'est particulièrement dramatique. Donc, quand un pays a des ressources minières et des richesses aussi importantes de son sous-sol, ça attire de nombreux prédateurs. C'est pour ça que je vous avais cité l'exemple de la République démocratique du Congo, notamment sous les présidences Laurent Désiré Kabila père et Joseph Kabila fils, où là, effectivement, on a eu une prédation internationale intense avec massacre des populations, rébellion organisée, qui est le même processus qu'on voit actuellement en République centrafricaine. Alors, heureusement, puisqu'on est en début d'année, essayons d'être un peu optimistes sur l'évolution des choses. En sous-région Afrique centrale, la République démocratique du Congo est une exception, alors que la majorité des pays d'Afrique centrale francophone sont des dictatures sanguinaires, liberticides. Eh bien, en République démocratique du Congo, on a eu, avec l'élection de décembre 2018, l'élection de Félix Tshisekedi, on a eu un début d'alternance démocratique et pacifique face à la dictature, 18 ans de dictature Kabila père et Kabila fils, et un début de, comme l'a appelé monsieur le président Félix Tshisekedi, un début de déboulonnage du système dictatorial Kabila de façon progressive, et avec des résultats de libération de tous les prisonniers politiques. J'en sais quelque chose, parce que moi, je me suis encore déplacé au mois de novembre 2019 à Kinshasa pour faire libérer un des derniers prisonniers politiques qui était mon client, le colonel John Sibangou, prisonnier personnel de Joseph Kabila. Et depuis, il y a eu des désarmements de milices dans le nord-est de la République démocratique du Congo pour commencer à pacifier le pays. Et maintenant, on organise une union sacrée pour effectivement travailler de façon apaisée dans l'intérêt du pays.
cet exemple d'alternance démocratique, il faudrait qu'il puisse gagner les autres pays de la sous-région, Afrique centrale. Et malheureusement, ça n'est pas encore le cas. Quand on voit la situation non seulement au Congo-Brazzaville, en République centrafricaine, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, en Guinée équatoriale, on a des dirigeants qui sont au pouvoir depuis des dizaines d'années et qui, pour certains, tentent de transformer leur pays en monarchie où on transmet le pouvoir de père en fils. Et tout ça au Oui, détriment des maître populations. Tricot, si on revenait sur la Centrafrique, quelle Oui. perspective face à cette guerre entre les puissances qui viennent se battre sur le sol centrafricain? Pour moi, la seule perspective, il faut créer des couloirs humanitaires sous la protection de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui doit principalement organiser ça, avec aussi le Comité international de la Croix-Rouge et les forces de maintien de la paix de l'Union africaine et des Nations unies. C'est la seule façon de pouvoir pacifier la situation. Parce que sinon, on va avoir ces luttes de groupes rebelles contre des mercenaires étrangers. Parce que donc, c'est pas sain d'avoir des mercenaires qui soient présents en permanence sur votre territoire. Et donc, ça montre bien qu'il n'y a plus d'État centrafricain indépendant et que les populations ne peuvent pas être protégées. Il faut mettre fin à cette situation. Et il n'y a qu'une concertation internationale, et je pense que la situation en République centrafricaine sera une préoccupation de son nouveau président de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi, pour organiser une solution de maintien de la paix en République centrafricaine. Et on manque justement quelqu'un qui aurait été à la hauteur, parce que c'est un pays qu'il connaît bien et où il a été efficace pour lutter contre les groupes rebelles et pacifier les choses, c'est le général Jean-Marie Michel Mokoko. Lui, il a eu de très bons résultats quand il travaillait pour l'Union africaine à maintenir la paix en République centrafricaine. Malheureusement, il est emprisonné et il ne peut plus jouer ce rôle-là. Mais il ferait partie des personnes qui pourraient jouer un rôle important, et le président Félix Tshisekedi pourrait le missionner pour une nouvelle action de ce type-là. Oui, évidemment, vous parlez de ces pays africains, c'est-à-dire les présidents, en fait, les pays frontaliers, mais vous ne faites pas mention de la France qui, de temps en temps, est aussi pointée du doigt sur la situation centrafricaine. Et dernièrement, d'ailleurs, il y a eu des chasseurs français qui ont survolé la Centrafrique. On se pose d'ailleurs la question, pour quelle raison? Vous avez parfaitement raison. Si, j'ai fait mention de ça en indiquant qu'il y avait des réseaux de la France-Afrique qui étaient intervenus au soutien des actions du général François Bozizé et de son parrain, le général Denis Sassou Nguesso. Donc, malheureusement, il y a des intérêts français qui sont derrière, et il y a y compris des sociétés françaises qui jouent un rôle. Et moi, en tant que juriste, avocat, défenseur des droits humains et des libertés démocratiques, j'estime qu'il serait bon qu'il y ait des commissions d'enquête parlementaires françaises qui s'intéressent de façon plus précise aux activités de certaines multinationales françaises en République centrafricaine et dans d'autres pays de la sous-région. Et je les cite nommément, il s'agit de la compagnie pétrolière Total, il s'agit du groupe logistique Bolloré, notamment, donc il s'agit du groupe Areva EDF, il s'agit aussi, parce qu'il est très implanté là, et il a joué pas toujours un rôle très clair, du groupe Orange, ex-France Télécom. Donc on a différentes multinationales françaises qui jouent un rôle trouble, qui dans certains cas contribuent à donner une aide logistique à des putschistes comme le général François Bozizé, et c'est particulièrement regrettable. Donc là, on a besoin d'avoir des enquêtes indépendantes, et je fais plutôt confiance aux parlementaires français pour mener ces enquêtes indépendantes. Un message particulier concernant, bien entendu, la situation du général Jean-Marie Michel Mokoko, et bien naturellement, vous terminerez par cette influence grandissante, bien entendu, du sentiment anti-français en Afrique. Tout d'abord, sur la situation du général Jean-Marie Michel Mokoko, il est convaincu que l'année 2021 est une année charnière et de transition dans laquelle il pourra jouer un rôle au service du peuple congolais et de toute la sous-région Afrique centrale. Donc ça, c'est le message positif, compte tenu du fait que le régime Sassou Nguesso, après plus de 40 ans de pouvoir, est totalement en crise, en déliquescence, en lutte intestine et en faillite financière. Donc, c'est le côté positif. Le général Jean-Marie Michel Mokoko pourra jouer un rôle important
au service du peuple congolais et au service de toute la sous-région Afrique centrale. Concernant le sentiment anti-français, vous avez parfaitement raison de le souligner. Et d'ailleurs, ce sentiment anti-français s'est développé pas seulement en Afrique centrale, il s'est aussi pas mal développé en Afrique de l'Ouest, notamment la force Barkhane en Afrique de l'Ouest n'a pas eu suffisamment de pédagogie vis-à-vis des populations dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes. C'est un peu manqué de communication à ce sujet. Donc, sentiment anti-français, c'est effectivement pas mal développé, notamment dans les pays d'Afrique francophone, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et la seule façon pour la France d'y remédier, c'est qu'elle fasse une opération de transparence et qu'elle soit moins indulgente vis-à-vis des anciens dictateurs qu'elle a contribué à mettre en place sous d'anciens régimes présidentiels français, mais dans le cadre d'une politique néocolonialiste. Le problème, c'est que ces dictateurs, comme certains sont en place depuis 40 ans, il serait temps que la France considère, même si les actuels présidents, c'est pas eux qui les ont mis en place, certains étaient tout juste nés à l'époque de la mise en place de ces dictateurs, eh bien, il serait temps que la France envoie un signal fort pour favoriser et accompagner le mouvement d'alternance démocratique et pacifique dans toutes les anciennes colonies françaises. Et un signal fort serait d'accélérer la fin du franc CFA, car le franc CFA est quand même un instrument monétaire de domination néocolonialiste, parce qu'on doit laisser les sous-régions d'Afrique développer le même processus monétaire qui s'est développé en Europe. En Europe, on a fini par aboutir à une monnaie commune, l'euro. Eh bien, il serait bon que chaque sous-région africaine, et puis peut-être ensuite à l'échelle des 54 pays du continent africain, de tout le continent africain, puisse développer une monnaie commune. C'est un travail important pour la souveraineté, et comme vous aviez eu raison de le souligner en votre introduction, l'année 2021 va être, une fois qu'aura été vaincue la pandémie Covid-19, une fois que, on va dire, grosso modo, courant du deuxième semestre de cette année, la majorité des populations ont été vaccinées, mais ça va être l'année du boom de développement économique et politique du continent africain. Donc, il faut accompagner ce développement-là, et c'est pour ça qu'il faut envoyer des messages forts de démocratisation. C'est-à-dire que la France devrait être intransigeante, elle devrait envoyer des observateurs à chaque élection, à accompagner toutes les organisations internationales pour surveiller les élections et prendre des mesures de sanctions. Donc, on est prêt à prendre des mesures de sanctions contre la Biélorussie, mais par contre, prendre des mesures de sanctions contre des dictateurs qui violent la souveraineté électorale de leur peuple, comme ça a été le cas au Gabon, comme ça a été le cas au Congo-Brazzaville, comme ça a été le cas au Tchad, etc. Et en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, exactement, en Côte d'Ivoire, en Guinée, parce que tous les partisans des troisièmes mandats, c'est un scandale. Ils ont suivi l'exemple de Sassou Nguesso, qui en 2015 avait violé sa constitution, fait un référendum pour pouvoir se représenter encore une fois, et malheureusement, tous suivent l'exemple du dictateur Sassou Nguesso en voulant faire un troisième mandat. Donc, laisser Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ou Alpha Condé, donc en Guinée, se lancer dans la folie des troisièmes mandats, c'est une lourde responsabilité pour la France. On doit effectivement accompagner un véritable mouvement de démocratisation et d'alternance démocratique. Comment peut-on accepter qu'on ait des dictateurs qui sont en général, qui ont une moyenne d'âge de 75 ans, qui se maintiennent depuis plus de 40 ans au pouvoir en affamant leur population, alors que la majorité de la population a moins de 25 ans. C'est totalement inadmissible. Donc, il faut que le vent du changement souffle sur tout le continent africain. Et c'est de la responsabilité des anciennes puissances coloniales, et pas seulement de la France. C'est la responsabilité de l'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal, notamment, d'accompagner ces mouvements pour l'émancipation et la démocratisation des anciennes colonies. Merci, Maître Norbert Tricot, d'être passé dans nos studios. Portez-vous bien et excellente année 2021. Quant à nos téléspectateurs, merci. Quant à nos téléspectateurs, nous vous souhaitons également meilleurs vœux, bonne et heureuse année 2021, santé, prospérité et bonheur. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Merci. Merci.
Audio Jungle.